tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux utiliser des QCM pour ton évaluation. Et je te comprends, les QCM, c'est un peu le rêve du prof. Tu fais juste la conception et hop, c'est corrigé automatiquement. Donc le premier réflexe qu'on a, c'est de remplacer les contrôles par un QCM. Les élèves passent leur QCM, ça te fait une note directe que tu mets dans la moyenne et le tour est joué. Ou pas. Parce qu'en fait, les QCM, c'est très peu performant pour l'évaluation sommative. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser pour diminuer la correction ou vérifier que les élèves connaissent leur cours. Juste en fait que ça peut être un outil tellement plus puissant si tu l'utilises correctement. Alors, si tu veux savoir comment utiliser les QCM à leur pleine puissance pour diminuer ta charge de travail et faire apprendre tes élèves efficacement, cette vidéo est pour toi. Dans cette vidéo, on va voir les deux modalités qui sont efficaces pour la mise en place des QCM dans la classe. Comme d'habitude, je vais écrire un support visuel que tu pourras télécharger via le lien en description. Avant de commencer, je te rappelle que je suis en classe adaptative. Si tu sais toujours pas ce que c'est, clique sur la vidéo qui est là. Et sinon, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont un peu spéciales dans ma classe, mais tout ce que je vais te dire, c'est adaptable dans n'importe quelle classe adaptative ou pas. Première utilisation efficace du QCM, c'est l'évaluation diagnostique. C'est-à-dire qu'on va faire un petit QCM en début d'heure, juste avant le cours. Alors tu vas me dire, mais ça je le fais déjà, etc. Mais souvent ce qui se fait, c'est qu'en fait, on fait un QCM en début de cours pour vérifier que les élèves ont bien appris le cours d'avant. Donc c'est des questions qui portent sur le cours d'avant. Alors bien sûr, tu peux continuer à poser des questions sur le cours d'avant, mais là, ce qui est le plus important, c'est que tu vas poser des questions sur le cours d'après. Car oui, tes élèves, des fois, ils savent déjà ce que tu vas raconter. Donc, tu fais des questions sur le cours que tu vas faire. Ce qui permettra, 1, que les élèves voient les points de focale importants du cours. Et 2, s'il y a des élèves qui répondent bien à toutes les questions, ça ne sert à rien de les faire assister au cours. Tu vas pouvoir les faire travailler en autonomie. Bon, comment le faire concrètement en classe? Je te propose 3 solutions suivant le niveau de technologie que tu as dans ta classe. La première solution, c'est la solution high-tech. C'est-à-dire que tous les élèves ont, par exemple, un smartphone. Donc, ça va être plutôt dans le supérieur ou dans les hautes classes. Enfin, à toi de vérifier en début d'année si tous les élèves ont bien un smartphone connecté à Internet. Et donc là, tu peux lancer un QCM avec les questions affichées au tableau et les élèves répondent sur leur smartphone via Kahoot ou WooClap ou Socrative ou Cuisinière. Il y a énormément d'applications qui font ça. Si jamais tu ne veux pas ou tu ne peux pas utiliser le smartphone des élèves, par exemple en début de collège ou en primaire, c'est difficile. Tu peux faire une possibilité que j'appelle Medium Tech, c'est-à-dire que tu vas utiliser ton vidéoprojecteur avec un ordinateur connecté à Internet et ton smartphone. Donc, tu n'as besoin que de ça. Un ordinateur vidéoprojecteur connecté à Internet et ton smartphone. Et tu vas utiliser des applications de QR code. En fait, en début d'année, tu vas distribuer des QR codes comme ça aux élèves. Les élèves peuvent par exemple le coller derrière leur cahier ou un endroit où ça ne va pas s'abîmer. C'est important qu'il l'ait à chaque début de cours. Et en fait, suivant le sens dans lequel les élèves mettent leur QR code, ils répondent à la question. Donc comme ça, c'est B, puis comme ça, c'est A, C, etc. Tu poses une question au tableau avec ton ordinateur connecté à Internet. Une question, 4 réponses. Et les élèves répondent en utilisant les QR codes. Toi, après, tu prends ton smartphone, tu scannes et l'ordinateur t'affiche automatiquement quels sont les élèves qui ont eu bon ou pas, puisque je te rappelle que les QR codes sont nominatifs, ils sont tous différents pour chacun des élèves. L'appli qui fait ça, c'est Plickers. Tu trouveras plein de tutoriels en ligne pour t'expliquer comment faire, mais ça, c'est une solution simple et qui marche avec pas grand-chose comme matériel. Si vraiment tu n'as rien du tout, pas d'ordinateur, pas de smartphone, etc., il te reste l'option dite low-tech qui marche très bien en primaire parce que vous avez l'habitude de l'utiliser, c'est l'ardoise. Donc là, peut-être vous êtes en train de vous dire, c'est bien sympa ce que tu me racontes Marie-Camille, mais moi ce que je veux, c'est diminuer ma charge de correction et changer mon évaluation sommative, pas les petits QCM en début d'heure. Alors déjà, si tu veux changer ton évaluation, bravo à toi. Pour t'aider, je t'ai fait un guide qui s'appelle Évaluation et neurosciences cognitives. Comment les données scientifiques révolutionnent l'évaluation et 5 pratiques à arrêter en classe. Pour le télécharger, rien de plus simple, le lien en description. Personnellement, j'ai changé tout mon système d'évaluation en 2014. Ça a changé énormément de choses dans ma classe, notamment le plaisir que j'y prends et le travail de correction que j'avais à la maison. Et les QCM sont une partie vraiment prenante de ce changement. Je t'explique comment. On va se servir des QCM pour faire 2 choses à la fois faire apprendre le cours aux élèves et à la fois vérifier qu'ils connaissent leur cours. En gros, soit les élèves connaissent leur cours et donc grâce au QCM, on voit qu'ils le connaissent, soit ils ne le connaissent pas et donc le QCM va leur permettre d'apprendre leur cours. Donc pas besoin de dissocier évaluation formative et évaluation sommative, le QCM va faire les deux. L'astuce pour ça, c'est de ne pas pénaliser l'erreur. En fait, les élèves vont pouvoir refaire le QCM autant de fois qu'ils le veulent jusqu'à ce qu'ils arrivent à le faire correctement.
Alors bien sûr, si les élèves peuvent refaire le QCM autant de fois qu'ils le veulent, c'est important que les questions changent à chaque fois, histoire qu'ils puissent vraiment réfléchir au cours et pas juste se rappeler des questions qu'ils ont vues, etc. L'astuce pour ça, c'est de créer des banques de questions, c'est-à-dire entre 15 et 50 questions, où le logiciel va aller chercher quelques questions parmi cette banque à chaque fois que l'élève veut passer le QCM. Par exemple, moi j'ai des banques, donc j'ai dit entre 15 et 50 questions, et quand l'élève passe le QCM, lui ne voit que 5 questions. Ce qui fait que quand il repasse le QCM, ce ne sont pas les mêmes questions, et donc il est toujours en train de réfléchir et de réviser son cours. Une fois que tu as ta banque de questions, il suffit de dire aux élèves, vous avez une certaine durée pour refaire le QCM autant de fois que vous voulez, mais le réussir. Donc par exemple, moi ce que je fais en terminale, c'est que les terminales ont une semaine pour faire un QCM. Il y a un QCM à réussir toutes les semaines, un QCM différent toutes les semaines. Mais par exemple, au collège, il y a 4 QCM à réussir dans le trimestre. C'est toujours les mêmes 4 QCM, mais j'alimente la banque de questions au fur et à mesure que le cours avance. Donc en fait, le QCM porte sur de plus en plus de choses, mais ils ont tout le trimestre pour le réussir au moins une fois. Pour être sûr que le cours est vraiment en mémoire à long terme et pas juste en surface, ce que moi j'aime bien mettre, c'est un temps de latence entre les tentatives. C'est-à-dire qu'entre la première et la deuxième tentative, l'élève doit laisser passer au moins 15 minutes ou 1 heure, c'est-à-dire qu'il ne peut pas refaire dans la foulée. Ça lui laisse le temps de l'oubli, ça lui laisse éventuellement le temps d'aller réviser son cours avec son classeur. Et ensuite, ils peuvent passer toutes les autres tentatives, mais une par jour ou une toutes les 2 heures. Ça, c'est un peu à toi de voir quelle durée tu mets. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait une durée entre les tentatives pour pas que juste l'élève mette en mémoire à court terme de quelques minutes les questions et qu'après, il réponde sans avoir vraiment appris et ancré le cours. Alors, d'expérience, cet outil aide vraiment les élèves à apprendre leur cours. Moi, je sais qu'il y a pas mal d'élèves qui commencent, avant de réviser leur cours, ils font la première tentative. Comme ça, ils voient sur quoi portent les questions, ils voient les choses qui sont importantes. Ensuite, ils vont réviser leur cours et ils réessayent le QCM. Et ils font ça, réviser le cours, faire le QCM, une fois par jour jusqu'à ce qu'ils réussissent le QCM. Et ça, c'est une technique d'apprentissage qui est vraiment très efficace d'après les sciences cognitives. On parle d'évaluation, mais on a encore pas parlé de notes. Comment noter ces QCM si les élèves peuvent les refaire autant de fois qu'ils veulent? Première solution assez classique, tu prends la meilleure note de tous les essais et hop, tu la mets dans la moyenne avec un coefficient et le tour est joué. Mais bon, tu commences à me connaître, les moyennes, c'est pas trop mon truc pour 2 raisons. La première, c'est que ça donne pas le droit à l'erreur. À chaque fois que tu te trompes, ta moyenne descend. Et surtout, ça permet des compensations. Et les compensations pour le cours, moi, j'en veux pas du tout. Je ne veux pas que l'élève connaisse son cours en moyenne. Non, non. Je veux que le cours, il soit connu parfaitement. Les élèves doivent le connaître sur le bout des doigts. Donc pour moi, quand je dis réussir un QCM, c'est qu'il y ait minimum 80% de réussite. Donc en évaluation constructive, on va faire rentrer une note de QCM, mais ce ne sera pas la note du QCM et ce ne sera pas via une moyenne. En évaluation constructive, les élèves ont une note d'apprentissage. C'est une note avec un gros coefficient, entre 50 et 100% de la moyenne, qui n'est pas une moyenne et qui dépend de la façon dont ils apprennent les choses et ce qu'ils sont capables de montrer ce qu'ils ont appris. Et ce qu'on fait tout simplement, c'est que pour avoir plus de 10 en note d'apprentissage, les élèves doivent avoir réussi tous les QCM. J'insiste, tous les QCM. Tout le cours doit être connu pour avoir au minimum 10. On ne peut pas avoir plus de 10 sans connaître tout le cours. Donc moi, quand je dis avoir réussi, c'est avoir 80% de réussite, puisque j'ai dit mes QCM, c'est 5 questions. Donc ça permet aux élèves que s'il y a quelque chose qui ne passe pas très bien, bon, au moins ils en ont 4 de correct. Mais bien sûr, ce pourcentage de 80%, c'est moi qui le mets. Si tu veux mettre 70, si tu veux mettre 90, si tu veux mettre 100%, c'est toi qui vois. Ça dépend de tes élèves, de ton contexte, de ta discipline, etc. Essaye de ne pas descendre en dessous de 60-70%, sinon on se retrouve avec cette idée de on connaît le cours en moyenne. Sachant que les élèves vont pouvoir le refaire plusieurs fois, tu peux te permettre d'être exigeant. Donc ils ont autant de tentatives qu'ils veulent, mais ils doivent atteindre ce pourcentage pour avoir la moyenne en note d'apprentissage. Et tu veux savoir comment je fixe cette note d'apprentissage quand c'est au-dessus de 10, je te laisse aller voir cette vidéo où j'explique tout dans le détail. Si tu n'es pas encore en évaluation constructive, mais que tu veux quand même utiliser les QCM pour faire apprendre tes élèves, et donc aller chercher ce 80% de réussite, je te donne une autre technique. Donc là, tu as une moyenne et tu vas mettre dans ta moyenne une note de QCM. Mais cette note de QCM, ce n'est pas la moyenne des notes qu'ils ont eues à leur QCM. Non. En fait, chaque QCM va permettre de faire monter cette note. Exemple concret pour que tu comprennes mieux. Moi, je l'ai fait par exemple quand j'étais en 5e, j'avais dit il y avait 4 QCM à réussir dans le trimestre. Et bien en fait, chaque QCM était sur 5 points. Donc un élève qui avait réussi 0 QCM avait un 0 dans sa moyenne. Un élève qui avait réussi 2 QCM avait 5 et 5, 10 points, 10 sur 20 dans sa moyenne en note de QCM. Et un élève qui avait réussi à faire les 4 QCM avait un
20 sur 20 en note de QCM. Ils pouvaient faire chaque QCM 2 fois par semaine et ils avaient tout le trimestre pour le réussir au minimum à 80%. Et à la fin du trimestre, ça me faisait une note que je rentrais dans la moyenne. Donc voilà pour le côté pédagogique. Et la question qui vient après, c'est ok, c'est bien sympa, mais quel outil numérique utiliser? Comment mettre concrètement ça en place en classe? Je vais pas te mentir, tous les logiciels ne font pas tout ça, tout ce qu'on a décrit, notamment les logiciels que les profs utilisent le plus souvent pour faire leurs QCM qui sont École Directe et Pronote ne le font pas encore. Aujourd'hui, on est en novembre 2022 et il n'y a pas encore de banque de questions. Tout ça, de fait de pouvoir recommander les QCM, c'est pas encore intégré. Donc pour récapituler, on veut un outil technique qui fasse 4 choses. La première, c'est qu'il permette de faire des banques de questions. La deuxième, c'est que quand un élève fait une tentative de QCM, le logiciel va aller chercher quelques questions dans cette banque de questions pour les donner aux élèves, ce qui fait que quand l'élève repasse le QCM, ce ne sont pas les mêmes questions. Troisième chose qu'on veut, c'est qu'il y ait la note de QCM soit en fait la meilleure note de toutes les tentatives. Et enfin, cerise sur le gâteau, si c'est possible, c'est qu'il y a un temps entre chaque tentative pour éviter justement le bachotage forcé où les élèves mettent tout en mémoire à court terme et où il n'y a pas d'ancrage. Je l'ai dit, je suis en novembre 2022. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul outil qui fait tout ça très bien, c'est Moodle. Et donc, si tu as un Moodle, je t'explique comment configurer ces banques de QCM pas à pas avec ce tutoriel. N'hésite pas à aller voir. Le problème, c'est que Moodle, en fait, ce n'est pas un logiciel en ligne, c'est un logiciel open source qui marche sur un serveur. Et mettre en place un serveur et avoir les compétences informatiques pour faire la maintenance, etc., ce n'est pas donné à tout le monde. Personnellement, moi, je ne sais pas faire. Donc, soit tu les as, auquel cas c'est facile, je ne suis pas en train de te parler chinois, mais si tu ne comprends pas ce que je te raconte, deux solutions, soit tu vas regarder du côté de ton lycée ou de ton académie, il y a de plus en plus d'académies qui ont implanté Moodle, et si dans ton lycée ou ton académie il n'y a rien, tu peux payer de ta poche un prestataire pour avoir ton Moodle à toi, c'est ce que personnellement moi j'ai choisi. Si pour toi tout ça c'est trop compliqué, que tu veux quelque chose de plus simple, il existe un logiciel en ligne qui fait tout ça et ça s'appelle Evalbox. Je te laisse aller voir le lien en description si ça t'intéresse pour aller voir le logiciel et aller un petit peu essayer. Il y a peut-être d'autres logiciels qui existent, surtout si tu regardes cette vidéo dans longtemps, mais maintenant j'ai donné le cahier des charges avec les 4 choses que le logiciel doit savoir faire. Donc à toi d'aller fouiller et de vérifier si les logiciels que tu trouves font ces choses-là. En mettant en place ces QCM en classe, tu vas créer un outil qui va permettre à tes élèves d'activer la 3e phase d'apprentissage du cours, c'est-à-dire la mémorisation. Si tu n'es pas encore au point sur les 3 étapes d'apprentissage d'un cours, je te laisse aller voir cette vidéo où je t'explique notamment dans le processus global où se place le cours et comment l'apprendre de façon efficace. Tu verras notamment que si nos élèves connaissent mal leur cours, c'est qu'en fait souvent ils l'apprennent en le relisant au lieu de faire cette 3e étape, la mémorisation, qui demande un outil particulier, soit des QCM, soit des flashcards.